Alors, je voulais faire un petit rappel sur la vision métaphysique et l'ontologie de l'approche Méos, qui correspond à l'approche Méos, c'est-à-dire d'où on vient réellement. Là, on est dans la métaphysique pure, la science des causes, d'où on vient, pourquoi on est là, plutôt que nous ne sommes pas. Hein. Et donc, je voulais reprendre avec vous le concept finalement de ce concept de l'origine jusqu'à l'âme incarnée, pour que l'on comprenne bien finalement toutes les pratiques mises en œuvre par rapport à cette spiritualité. Qu'est-ce que c'est que cette spiritualité? D'où elle vient? D'où elle découle? Voilà. Alors pour ça, je vous ai fait une infographie récapitulative là dont je vais vous mettre ici, voilà, les principaux concepts. Alors, la métaphysique, c'est quoi? La métaphysique, c'est bien la science des causes. C'est définir finalement quelle est l'origine. Parce que expliquer Dieu, dire qu'on vient de Dieu ou dire qu'on vient d'une Big Bang, ça n'explique pas l'origine de Dieu ou l'origine du Big Bang. Voilà. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de courants métaphysiques, philosophiques qui considèrent qu'on vient du néant. Voilà, moi j'y adhère beaucoup. J'adhère particulièrement à la vision, l'approche de Franck Hatem, qui est un métaphysicien contemporain. Voilà, qui est que finalement comme vous le voyez sur la figure, on part de Dieu. Dieu c'est quoi? Dieu c'est le néant, parce que si on part de rien et qu'on démontre comment on arrive à quelque chose, c'est la meilleure manière de prouver effectivement notre origine. Parce que prouver Dieu, on n'y arrivera jamais. Prouver le Big Bang, c'est compliqué aussi. Même les physiciens aujourd'hui, les cosmophysiciens, ne sont plus d'accord sur la question. Voilà. Donc vous le voyez, il y a d'abord le néant. Le néant, c'est quoi? Le néant, c'est à la fois le tout absolu et le rien absolu. C'est un paradoxe mental, un pur paradoxe mental. Donc finalement, et ça correspond bien aussi, si vous voulez, dans la religion chrétienne, on dit, au début était le verbe. Donc le verbe, concept purement mental. Hein. Voilà. On y revient. De toute façon, on ne s'écarte jamais tellement de là. Donc ce paradoxe purement mental, c'est une opposition. Voilà, une opposition, puisque on part du néant. Le néant, c'est le rien et le tout. C'est à la fois la nullité et la nullité à l'infini. C'est à la fois l'infinité. D'accord? C'est là où on est dans le paradoxe. Alors vous allez me dire paradoxe mental, mais ça veut rien dire. Mais si, ça veut dire quelque chose. Regarde, on parle souvent d'énergie mentale. Là encore, on va dire ça n'existe pas. Quand on va aborder la matérialité, on va dire voilà, c'est de l'énergie mentale, mais c'est une illusion mentale. On va dire mais non, c'est pas vrai. Pourtant, regarde bien. Si tu penses à un paradoxe de base qui est la phrase suivante, si je dis cette phrase est fausse, c'est une phrase paradoxale. Cette phrase est fausse. Alors si elle est fausse, si elle est vraie, ça veut dire qu'elle est fausse. Si je dis la vérité, c'est que la phrase est fausse. Oui, mais la phrase, elle dit qu'elle est fausse. La phrase est fausse. On dit que la phrase est fausse, donc c'est pas qu'elle est vraie. Donc elle est vraie ou elle est... Tu vois les tergiversations mentales? Et ces tergiversations mentales, à un moment donné, tu dis, oh, ça me prend la tête. Ça me prend la tête. Oh, j'ai mal à la tête d'essayer de résoudre ce paradoxe mental qui est insoluble. Mais c'est ça l'énergie mentale. C'est ça l'énergie du paradoxe. Voilà. Donc là, on part du néant comme paradoxe, admettez l'idée qu'on est sur un paradoxe qui oppose le zéro, la nullité et l'infini. La nullité qui se distingue de l'infini, dit moi je suis rien, je suis pas tout, si je vous donne une vision anthropomorphique. Et l'infinité qui veut absolument se rapprocher, s'assimiler à la nullité, parce que l'infinité, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui soit infinie, c'est la nullité. Sinon, si dès qu'on parle d'une chose, elle est forcément finie. Donc elle n'est pas nulle. Et d'où le paradoxe permanent, d'où une tension mentale infinie entre le tout et le rien, entre la nullité et l'infinité. Et en tout point du néant, en tout point de ce néant-là, on a cette tension absolue, cette tension paradoxale, cette tension mentale en tout point du néant. Ce qui fait que on est face à un néant qui est appelé un néant vibratoire. D'ailleurs, les physiciens aujourd'hui le disent. On est le vide, c'est le vide vibratoire. Les physiciens qui essaient de travailler notamment sur la conscience le disent. Vous allez retrouver ça. Alors la religion vous dit au début était le verbe, la science physique vous dit le néant, mais le non-néant n'est pas vide, c'est pas un vide stérile. C'est un néant, comme je vous l'ai dit, qui est purement mental, et qui est en permanence en vibration par opposition de par sa nature paradoxale.
C'est un océan de potentialité, ce néant. Et cet océan de potentialité, ouais, moi je l'ai écrit avec cette équation mathématique basique, 0 sur 0 égale 1. Alors 0 sur 0 en mathématiques, on dit que c'est indéterminé. Mais si on regarde bien, ça veut dire quoi? 0, c'est le rien. Le rien, c'est le néant. Le rien ne peut pas se définir par rapport à quelque chose, donc c'est 0 sur 0. C'est rien par rapport à rien. En mathématiques, on dit que c'est indéterminé. C'est indéterminé parce que c'est une infinité de solutions. Ce qui veut dire que même les mathématiques ont décrit l'équation qui parle du néant, qui valide le néant en tant qu'océan de potentialité, infinité de potentialité. Donc là, on en est là. L'esprit, c'est quoi? Mais l'esprit, c'est ce néant en mouvement. C'est ce que d'aucuns appellent le souffle divin. L'esprit, c'est ça, c'est cette vibration permanente, cette tension permanente, cette tension vibratoire de ce néant, cette tension de potentialité. Voilà ce qu'est l'esprit. Et ensuite, vous avez à voir donc la création des âmes. Alors dans l'esprit, il y a deux choses. Il y a à un moment donné, vous avez ces points, un point de nullité qui s'oppose à la nullité, il va y avoir une friction, il va y avoir une instabilité qui fait que la tension frontale va devenir une tension rotative. Et là, on va avoir création d'un vortex, et là, on a création d'une âme, tout simplement, comme vous le voyez sur la figure. Ce vortex, cette spirale entre deux forces différentes, ces deux forces, on va les nommer conscience, en ce sens où c'est la force qui se distingue, de distinction, la force, le zéro qui se distingue de l'infini, on l'appelle conscience, et la force, l'infini qui veut s'assimiler à tout prix à la nullité, qui va amener la cohésion, on va l'appeler amour, deux forces, une conscience, une amour. Ces deux forces sont les deux forces qui, à un moment donné, entrent dans une danse énergétique, et c'est la singularité des âmes. Mais vous avez dans cet esprit où vous avez tous ces points de nullité qui sont des potentialités, qui sont des informations vibratoires, qui elles sont dans une forme de vibration stabilisée, elles constituent de l'information. Et cette information-là, elle est structurée. Et c'est ce qu'on va appeler, elle est structurée de différentes manières. C'est ce qu'on va appeler les champs morphiques, c'est-à-dire les champs qui décrivent les systèmes, le fonctionnement, c'est ce qui va décrire toutes les choses qu'on crée dans l'univers. Vous avez cette structure d'information qui va contenir des contenus logiques autres, qui vont être les archétypes, qui vont être les lois universelles, qui vont être les nombres, qui vont être les mathématiques, qui vont être la musique, qui vont être la géométrie, qui vont être voilà, autant d'éléments qui, à un moment venu, peuvent être actualisés par les âmes. Voilà. Donc vous voyez qu'à un moment donné, on a une singularité qui devient une âme. Cette âme, elle va prendre une forme, elle va aller voir, en fin de compte, elle va aller voir dans ce qu'on peut appeler une forme de matrice. Il n'y a qu'une seule matrice, c'est l'esprit. L'esprit et les différentes données structurelles qui le composent, qui permettent de faire en sorte qu'il y a des âmes qui vont prendre une forme plutôt qu'une autre forme. Et une des formes, c'est la forme humaine. La forme humaine, vous la connaissez, souvent on représente ça sous la forme d'un tore énergétique avec différents corps emboîtés, différentes strates énergétiques, mais au milieu c'est un vortex, ce qui fait que c'est un beignet. C'est pas différent non plus de la définition d'un trou noir, dont certains disent que finalement le proton est un trou noir. Vous voyez, je remets comme ça des petits systèmes pour montrer la cohérence du propos. On est complètement cohérent. Simplement, quand on arrive sous une forme humaine, eh bien, les polarités originelles de cette âme, elles sont divisées, elles sont dérivées et elles sont traduites en besoins fondamentaux pour un humain. L'humain a vocation à satisfaire ses besoins fondamentaux pour participer à l'harmonisation des polarités de l'âme, sachant que l'âme reste un phénomène énergétique. Ce vortex-là, comme tout phénomène énergétique, il a vocation à se dissiper. Donc, hormis les tensions qu'on applique en tant qu'humain, quand on résiste à plein de choses par rapport à cet univers de dualité dans lequel on se trouve, eh bien, hormis les tensions, tôt ou tard, ce phénomène se dissipe. Et il se dissipe et il va retourner dans son milieu originel. Il va retourner au néant. Il y aura une dissipation des tensions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tensions et on va retourner au néant. Voilà. On va retourner à la nullité.
Voilà simplement le processus. Hein. Donc, l'objectif de l'âme, c'est bien d'harmoniser ces polarités, mais c'est une nécessité énergétique. On est un système de dissipation d'énergie en tant qu'humain, mais c'est vrai aussi sur d'autres formes, parce qu'il y a des formes plus simples. Il y a des formes simples comme les atomes, les particules, les molécules, etc. Et ces formes-là vont s'agglomérer pour former des formes complexes. C'est-à-dire qu'un humain, dans sa physicalité, eh bien, vous savez que c'est des atomes, des molécules, des cellules, etc. Et donc, il y a un agglomérat de formes complexes de formes simples pour faire une forme complexe. Et ça, ce qui le définit, c'est justement les champs morphiques. Les champs morphiques qui décrivent le fonctionnement, comment on bâtit un système complexe. Puis vous avez des âmes plus évoluées ou dites subtiles. Et là, elles ne sont pas incarnées dans la dualité. Elles sont affranchies de toutes les expériences dans la matière. Et là, ça va être ce qu'on va appeler les anges, les guides, les êtres de la nature, des âmes qui ont un certain niveau d'élévation, je dirais en tout cas énergétique, pour ne plus être dans une forme duelle. Voilà. Donc on a un processus cyclique on part du néant. Tous les points, il y a une infinité de potentialités, donc il y a une infinité d'âmes, il y a une infinité de données, il y a une infinité de noms, il y a une infinité de tout ce qu'on veut qui cohabitent. L'esprit, le néant, c'est un champ d'information infini, et comme toute structure, là ça a été défini aussi par des mathématiciens, je crois que c'est Prigogine qui a travaillé là-dessus, c'est-à-dire de tout champ complexe, effectivement, il y a des données structurelles et puis il y a des données de forme. Et les deux cohabitent. Voilà. Et c'est bien ce qu'on a là. On a des données d'information, on a des données de forme qui sont les âmes, les formes pouvant être diverses et variées, comme on l'a vu. Voilà. Bon, donc on a bien un processus cyclique, on part du néant, on a la manifestation du néant à travers l'esprit, on a une instanciation de l'esprit. Une âme, c'est quoi? C'est une instance de l'esprit, c'est un point de nullité qui, au lieu d'être dans une confrontation frontale entre ces deux forces constitutives, devient quelque chose de rotatif, avec une manifestation énergétique plus dense. Voilà. Et puis après, on a la matérialisation de cette âme sous une forme définie, et puis on a la confrontation à la dualité pour les âmes complexes, et puis l'harmonisation des polarités, qui passe par l'éveil pour un humain, mais je veux parler d'éveil dès lors qu'on va diminuer les tensions inhérentes à nos besoins. Et pas besoin d'être dans la spiritualité pour ça, c'est un processus naturel qui arrive chez tout le monde. Et puis le retour à la source à la fin, puisque nous sommes un système de dissipation d'énergie standard. Voilà, j'avais souvent parlé de la chose, je voulais vous l'illustrer. Accepter simplement ce côté, tout est une illusion et tout n'est que mental. C'est ce que disent aujourd'hui pas mal de scientifiques. On arrive sur quelque chose, ce que je vous décris, cette proposition ontologique Méos, sachez qu'elle est totalement cohérente, que je l'ai passée naturellement dans au moins une dizaine d'IA pour en tester la robustesse intellectuelle, la cohérence par rapport à un certain nombre de thèses de la physique quantique, un certain nombre de thèses métaphysiques, un certain nombre de thèses issues des traditions, et elle tient la route. En tout cas, elle vous permet de vous situer, de voir à la limite, parce que vous n'avez pas besoin forcément de savoir ça, mais de voir après comment on en arrive en tant qu'humain à nos besoins, pour pouvoir les traiter, pour pouvoir avancer dans cette spiritualité plus opérationnelle qui est l'objet d'une autre vidéo et d'une autre planche. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas.